Merci. Alors, permettez-moi de commencer mon propos sur cette question de la vulnérabilité et du lien à l'autre par un exemple très personnel. J'ai actuellement, dans mon entourage très proche, un homme âgé de 97 ans qui était autonome jusqu'à l'été dernier et qui, à la suite d'une septicémie qui a été traitée pendant 1 mois par antibiotiques, a survécu. Mais ce mois d'hospitalisation, où il ne s'est pas alimenté, où il ne s'est pas levé, où il n'a pas marché, a eu raison de son autonomie. On sait très bien qu'à 90 ans, si on ne mange pas, si on ne se marche pas, on perd ses muscles. Il est aujourd'hui en EHPAD, toujours grabataire, totalement grabataire, complètement dépendant d'autrui. Il ne souffre pas, il n'est pas malade, il a conservé, comme on dit, toute sa tête, récite des poèmes, entretient des conversations passionnantes sur les sujets qu'il connaît bien. Il dit parfois qu'il en a marre. Marre de quoi, lui ai-je demandé. De vivre? Non. D'être un objet de soin, m'a-t-il répondu. Car se réveiller vivant le matin, regarder passer les nuages dans le ciel, remercier ceux et celles qui prennent soin de lui, qui viennent le voir et converser avec lui, poursuivre ce voyage vers l'intériorité qui est le lot de ceux qui sont ainsi suspendus entre la vie et la mort, eh bien, suffit à maintenir son intentionnalité vitale. Et nous avons tous ces derniers mois beaucoup parlé du lâcher-prise. Je le cite, « J'ai le choix entre refuser ce qui m'arrive et me replier sur moi-même et pourquoi pas demander à ce qu'on m'aide à mourir. Mais je peux aussi lâcher prise, m'abandonner avec confiance aux mains des autres et à mon destin. C'est cette dernière option que j'ai prise. Une option qui est, pour reprendre les mots du philosophe Bertrand Vergely, une expérience très mystérieuse. Et dans le Dictionnaire amoureux de la solitude que je viens de publier, j'ai consacré une entrée à la lettre S, à sclérose latérale et amyotrophique, la maladie de Charcot. Et dans ce texte, j'ai relaté cette conversation que j'ai eue avec ce philosophe qui me disait que le chemin pour arriver à lâcher prise n'est pas facile dans un monde qui est le nôtre, le monde où l'on essaye de maîtriser, de contrôler son corps, sa vie. Et quant à ce que j'ai écrit aussi, c'est que j'avais observé, puisque pendant les 10 ans où j'étais en soins palliatifs, j'ai à peu près accompagné une trentaine de personnes atteintes de la maladie de Charcot. La grande majorité avait trouvé cette porte étroite du lâcher-prise et était arrivée à une sorte de sérénité tout à fait étonnante. Et le maître mot, évidemment, c'est la confiance, car elle conduit justement à quelque chose de mystérieux, une ouverture sur un monde que nous ne voyons pas. Ce qui permet à cet homme de 97 ans, totalement vulnérable, de prendre la porte étroite du lâcher-prise, c'est qu'il a totalement confiance dans son médecin, qui s'est engagé à ne pas l'abandonner. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit que par sa manière de vivre son extrême vulnérabilité, il transmettait aux autres, pas seulement aux soignants, mais aussi à tous les visiteurs assez âgés qui viennent le voir et qui tous se demandent ce qu'ils feraient dans une telle situation. Eh bien, il leur transmet un message, lâcher prise, s'abandonner avec confiance aux mains des autres quand on dépend complètement d'eux est possible.
Ça ne veut pas dire évidemment que tout le monde peut y arriver, mais c'est dans le champ du possible. La condition, évidemment, c'est que on dépend de ceux qui prennent soin de vous, de ceux qui vous accompagnent, et que pour arriver à lâcher prise, il faut pouvoir lire dans leur regard, dans leurs gestes, que l'on est resté une personne à part entière. Il faut évidemment que l'entourage vous confirme quotidiennement dans votre intrinsèque dignité. Je pense que tout est dit, presque tout est dit dans cet exemple personnel par lequel j'ai ouvert mon propos. Mais j'aimerais poursuivre en témoignant de ce que j'entends dans les groupes de parole de personnes âgées, autonomes, de 80 à 100 ans, ces groupes de parole que j'anime depuis une quinzaine d'années dans une résidence autonomie, avant de former moi-même des psychologues à ma manière de travailler. Dans ces groupes de parole, il est constamment question de vulnérabilité. Car même si tous les vieux et les vieilles que je rencontre sont encore autonomes, vous avez remarqué que j'emploie le mot vieux et vieille, et je l'assume pour moi, et je pense que je suis entourée de gens qui disent qu'il faut assumer ce mot. Alors, c'est un beau mot. Donc, tous les vieux et les vieilles que je rencontre sont encore autonomes, c'est vrai. Ils sont pourtant entrés dans ce qu'on appelle l'âge cassant. Ils vivent le fameux paradoxe du vieillir, si bien défini par une vieille dame de 90 ans qui disait il n'y a pas très longtemps « Vieillir est une inconnue, tout se délite et en même temps s'ouvre un espace de grâce. » Car si le corps se délite, si le corps décline, si on saute moins haut et qu'on court moins vite, comme le disait Albert Jacquard, on peut continuer à fabriquer en soi des émotions nouvelles. Rester curieux de tout, aimer et se laisser aimer, rester créatif, apprendre, s'ouvrir au nouveau. Spinoza ne disait-il pas que le conatus, c'est-à-dire l'intentionnalité vitale, n'est pas voué à diminuer. Assumer ce paradoxe du vieillir implique évidemment d'accepter sa vulnérabilité. Les personnes âgées, les vieux et les vieilles que je rencontre, sont les premières à nous demander de ne pas confondre vulnérabilité et fragilité. Alors, cette différence, notre gériatre vient de nous en parler. Un être humain vulnérable, de vulnus blessure, c'est quelqu'un qu'on peut blesser. Et nous sommes donc tous, jeunes et vieux, vulnérables. Si l'on parle de la vulnérabilité essentielle, c'est bien parce que cette vulnérabilité est intrinsèque à la condition humaine. Et la vulnérabilité que nous avons tous en commun, tous, c'est notre mortalité, car nous allons tous mourir un jour, nous le savons. Et bien sûr, je reviendrai sur cette question. Ce qui est fragile, par contre, alors là, pardonnez-moi parce que vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce que je dis, ce qui est fragile, par contre, peut se briser, se casser, s'abîmer. C'est un mot que l'on emploie souvent pour les objets, alors qu'on ne dit pas qu'un objet est vulnérable. Mais on emploie aussi le mot fragile pour les personnes, comme vous venez de le faire, dont le corps ou le psychisme peuvent se briser. C'est pourquoi les gérontologues font de la prévention de la fragilité en agissant sur les signes de fragilité avant qu'il ne soit trop tard. Par exemple, une personne qui se dénutrit court le risque de perdre ses muscles, de tomber, de se casser. La fragilité est donc essentiellement physique, alors que la vulnérabilité serait psychique, affective, sociale. Vous voyez que cette différence introduit déjà l'idée
que l'être vulnérable peut se relever, se réparer. Alors, je vais vous donner un exemple, l'exemple de l'image que je donne à mes petits-enfants pour leur expliquer ce que c'est que la différence entre vulnérabilité et fragilité. Et ils comprennent très très bien. Je leur montre un verre de cristal, très fragile. Si on le cogne, il se casse. On ne peut pas le réparer. Sauf que, je veux dire, des assiettes que l'on casse, au Japon, il y a une très jolie façon de les réparer. Mais je leur montre aussi une de ces petites poupées japonaises, vous savez, dont la base est lestée de plomb. Alors, et je trouve que c'est la meilleure métaphore de la vulnérabilité que je connaisse. On envoie des pichenettes à cette petite poupée japonaise et elle tombe et elle se relève. Une deuxième pichenette, elle tombe et elle se relève. Bien sûr, cette capacité de se relever, c'est ce que nous appelons communément, à la suite de Boris Cyrulnik, la résilience. Ce qui intéresse les personnes que je rencontre dans ces résidences autonomie, c'est qui sont entrées dans l'âge cassant, c'est de parler de leur résilience, leur capacité de se relever après une épreuve. La prise de conscience de leur résilience les aide à conserver une estime d'elles-mêmes. Et je trouve que l'idée qui est défendue par le cercle Vulnérabilité et Société, à savoir que la vulnérabilité est une force, est quelque chose que les personnes âgées veulent pouvoir transmettre aux plus jeunes. Oui, nous sommes tous vulnérables. Oui, nous pouvons tous être blessés un jour, mais cette vulnérabilité intrinsèque à l'humain génère deux choses. Premièrement, elle permet de découvrir les ressources internes que nous avons et que nous ne découvririons peut-être pas si la vie ne nous imposait pas des épreuves et des blessures. On s'aperçoit qu'on peut se relever. Parfois, on met le temps, bien sûr, mais on peut se relever. Et qu'on en a la force intérieure. C'est Cynthia Fleury, la philosophe, que j'ai entendue un jour défendre l'aspect capacitaire de la vulnérabilité. C'est elle qui m'a fait le mieux comprendre cela. La vulnérabilité traversée aboutit à une confiance en soi renforcée. L'autre aspect positif de la vulnérabilité, c'est qu'elle engendre de la solidarité, de l'humanité, du lien, du soin, comme on en a si joliment entendu parler ce matin. Imaginez un monde dans lequel tout le monde serait en forme, plus de maladies, plus de handicap, plus de solitude. Dans ce monde, personne n'aurait besoin de personne. Ce serait un monde barbare, inhumain. Ce qui fait que notre monde est humain, c'est que nous avons besoin les uns des autres. C'est que les plus faibles ont besoin des plus forts. Et dans cette relation d'aide, chacun est en contact avec son humanité profonde. On donne et on reçoit. On accompagne, on est accompagné. Et toute la richesse humaine réside dans ce don contre don. Et j'aime bien ce propos cité Axel Kahn qui disait « Aucun monde n'est habitable sans la vulnérabilité, car c'est elle qui nous humanise. » Et ce matin, nous avons entendu que soigner, c'est rendre le monde de demain habitable. Les gens vulnérables nous mettent en contact donc avec nos capacités de sollicitude, de tact, de tendresse, bref, d'amour. Ils nous rendent donc plus généreux et plus humains. La vulnérabilité fait société. Et je salue à ce point justement le cercle Vulnérabilité et Société qui tente d'imposer une nouvelle vision, un nouveau paradigme dans lequel, au lieu de stigmatiser, d'exclure les gens vulnérables, on tenterait au contraire de construire à partir d'eux.
Donc, je l'ai dit plus haut, ce qui est au cœur de notre vulnérabilité à tous, c'est que nous sommes tous mortels et que nous le savons. C'est pourquoi méditer sur sa finitude est une des clés du vieillissement heureux. Et dans tous ces groupes de parole que j'anime depuis 15 ans, la question de la mort et du mourir est abordée. Donc, pourquoi ? Parce que ces personnes que je rencontre de plus de 80 ans, toutes elles pensent à leur mort. La mort est présente à leur esprit, sous diverses formes. Réflexion sur le sens de la vie, confrontation avec la peur de mourir avant d'avoir terminé ce que l'on a encore à faire, interrogation anxieuse sur la manière dont on va mourir, peur de souffrir, peur d'être abandonné, peur de mourir seul. Et cette pensée de la mort côtoie le désir de vivre encore. Elle prend aussi, c'est vrai, parfois, la forme d'un désir de mourir, d'anticiper sa mort pour rester maître de la situation. Qu'elle soit en EHPAD ou en résidence autonomie ou en béguinage solidaire ou chez elles, les personnes âgées pensent donc toutes à leur mort. Elles se sentent en même temps dans une immense solitude avec cette pensée, car dans un monde où la mort est déniée, où elle angoisse, où elle est vécue comme un échec, dans le monde médical souvent, parler de la mort, partager ses pensées à son propos, eh bien c'est quasiment impossible. Je me souviens que lors d'une convention en direction des directeurs d'EHPAD, il y a 10 ans, on m'avait demandé de parler de la mort à près de 500 directeurs et directrices. Le thème de cette convention était « Prendre soin ». Ma venue avait été tenue secrète. J'étais l'invitée surprise. J'avais 20 minutes pour leur parler de la mort. Et j'avais devant moi donc des hommes, des femmes encore jeunes qui n'avaient quasiment jamais entendu parler de la mort et qui tous évitaient le sujet. J'avais des directeurs et directrices qui n'étaient pas des soignants. Ils évitaient le sujet, pourquoi ? Par crainte de ne pas savoir quoi dire, quoi faire, si d'aventure ils se montraient disponibles pour écouter les résidents. J'ai donc commencé mon propos par une question. Je leur ai dit « Comment voulez-vous prendre soin d'une personne de plus de 80 ans qui forcément pense à sa mort, comme toute personne qui s'en approche, si vous ne savez pas vous asseoir lorsque la personne évoque le sujet, lorsqu'elle tend une perche, vous asseoir et écouter. Prendre soin d'une personne âgée qui s'achemine vers sa mort, c'est donc savoir s'asseoir près d'elle, dans une présence humble, qui assume son impuissance, mais qui reste là. Je me souviens que je leur ai dit, mais il n'y a rien à dire qu'à écouter. Les personnes, elles vont vous dire ce qu'elles ont besoin de vous dire. Leur peur, ce qu'elles ont sur le cœur, la manière dont elles souhaiteraient mourir. Et c'est une question, évidemment, qui est, je vous l'ai dit, qui est toujours abordée dans les groupes de parole que j'ai animés et que les psychologues que j'ai formés animent aujourd'hui. On parle toujours de ce thème et je me souviens très bien d'un groupe de parole dans lequel le thème était la dignité, de cette réponse d'une dame de 92 ans qui m'a dit « Mourir dans la dignité, pour moi, madame, c'est mourir dans mon lit. Je veux une mort douce, pas à l'hôpital, avec l'assurance qu'on ne m'abandonnera pas, qu'on ne me laissera pas souffrir, qu'on ne prolongera pas ma vie en me forçant à m'alimenter si je n'ai plus faim. Je reviendrai là-dessus. Ou en me mettant des tuyaux partout. Je veux avoir ma famille autour de moi, qu'on me parle, qu'on me touche. Je veux sentir la vie autour de moi, qu'on me laisse glisser doucement vers la mort.
C'est ça, madame, pour moi, mourir dans la dignité. Et vous voyez que ce que cette personne demande, ce n'est pas une injection létale ni une assistance au suicide. Ce qu'elle demande est légal, notre loi le permet, sauf que, effectivement, il y a des zones en France aujourd'hui où des personnes âgées ne sont pas sûres d'avoir un médecin qui s'engage à ne pas les abandonner. Alors, un petit mot de ce que dit cette dame en disant « Je ne veux pas si je n'ai plus faim, je ne veux pas qu'on me force à m'alimenter ». C'est une question que j'ai traitée dans un de mes livres, « Nous voulons tous mourir dans la dignité », que j'ai appelé l'anorexie finale, mais j'ai changé ce mot. Je dis mourir à l'indienne ou mourir à l'ancienne. Il y a des personnes très âgées qui souhaitent mourir comme ça. Elles n'ont plus faim, elles n'ont d'ailleurs même plus soif, elles ont juste une sécheresse de la bouche qui demande à ce qu'on l'humidifie, mais elles demandent à ce qu'on ne les force pas. Elles veulent juste glisser doucement. Et cette manière de mourir, c'est sans doute comme ça que mouraient nos anciens. C'est en tout cas comme ça qu'on meurt chez les Jaïnes en Inde. Eh bien, cesser de s'alimenter, même de boire, et sans souffrance. Et j'en ai été personnellement témoin avec ma belle-mère. C'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire dans ce livre « Nous voulons tous mourir dans la dignité ». Les personnes que j'ai rencontrées dans ces résidences autonomie, quand je leur ai parlé de ça, elles m'ont dit « mais c'est comme ça qu'on veut mourir, pouvoir glisser doucement, car on ne meurt pas forcément d'une maladie, même s'il y a beaucoup de pathologies, enfin, il y a beaucoup de personnes qui s'éteignent tout doucement. » Alors aujourd'hui, avec le projet de cette loi d'aide à mourir, qui vient d'être votée au Parlement en première lecture, eh bien, les personnes expriment leurs craintes. Elles l'expriment déjà depuis plus d'1 an parce qu'elles se tiennent au courant de ce qui se passe. Elles sont, pour beaucoup d'entre elles, ce sont des personnes solitaires, parfois abandonnées par leurs proches, parfois vivant dans un établissement qui est au milieu d'un désert médical, sans ressources palliatives. Et ces personnes, quand elles prennent la parole, elles disent leur tristesse et leur tourment. Trouveront-elles des médecins qui s'engagent à ne pas les abandonner et à leur permettre de terminer leur vie comme elles le souhaitent, donc chez elles, dans leur lit, sans souffrir, sans être obligées de s'alimenter, entourées de paroles, de gestes de tendresse, etc. Ou bien, est-ce qu'on leur fera comprendre qu'elles sont devenues inutiles, qu'elles représentent un fardeau pour la société et que la sagesse, voire l'élégance, serait qu'elles consentent à s'en aller, à s'auto-effacer, je reprends le terme de l'ancien ministre de la Santé, Jean-Christophe Combes. Est-ce qu'à la moindre plainte, on ne leur proposera pas la mort comme porte de sortie ? Je l'entends, ça. Vous voyez, tout ce que je vous dis là, je l'ai entendu dans ces groupes de parole. Et je me souviens de ce qu'avait dit Elie Wiesel dans un discours en 1998. C'était des années où j'étais psychologue en soins palliatifs au congrès de l'UNESCO, où j'étais, de ce qu'il avait dit à propos de cette difficulté d'être vieux dans le monde d'aujourd'hui, de cette impression de déranger, d'être de trop. Je le cite. « Victime d'un système permanent d'humiliation. » Il parle des vieux. « Ils ne peuvent que se sentir honteux de ne plus être jeunes et en fait honteux d'être encore en vie. » Cette dépréciation de la vieillesse est si forte que certaines personnes âgées estiment qu'elles ne valent plus rien. Sachant de plus qu'elles coûtent cher à leurs enfants, quand le reste à charge du coût de l'hébergement et de leurs soins repose sur eux, il n'est pas rare que ces personnes âgées évoquent le suicide comme une solution. « Tu me mettras un oreiller sur la tête », entend-on parfois. Jusqu'à aujourd'hui, nos sociétés solidaires ont considéré que c'était le devoir des jeunes générations
les actifs, de porter le poids de ce fardeau de la dépendance. Mais que dit ce projet de loi de l'évolution de notre rapport à la fin de vie des personnes âgées et des vulnérables? Dans un contexte de disette budgétaire, ne va-t-on pas présenter la mort dans la dignité comme un geste citoyen généreux? Et pourquoi pas? Peut-être se trouvera-t-il des gens pour culpabiliser ceux qui persistent à vivre, comme l'homme dont je parlais au début de mon propos. La nature humaine n'est pas habitée que de bons sentiments. C'est une phrase que m'avait dite François Mitterrand au moment où avant sa mort, dans les années où nous conversions, et il m'avait affirmé donc son refus de toute légalisation de l'euthanasie qui, selon lui, ouvrirait la porte à une dérive eugéniste. N'oublions pas aussi tous les personnels soignants qui, dans les EHPAD ou les résidences autonomie, seront témoins des pressions, même subtiles, qui seront exercées sur les plus âgés pour qu'ils s'auto-effacent. Ces personnels qui sont aussi souvent confrontés à des idées suicidaires de résidents lassés de vivre, doutant de la légitimité de leur existence ou abandonnés par leurs proches. Oui, bien sûr, ils entendent ces idées suicidaires, elles s'expriment partout. Quelle attitude devront-ils avoir? Actuellement, quand quelqu'un a une je fais 4 fois par an des sensibilisations à la fin de vie dans ces résidences-services. Et les directeurs me disent, mais il y a tout le temps des personnes qui évoquent le suicide comme une porte de sortie. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes plus attentifs à cette personne-là. Nous allons donc lui proposer, nous allons l'écouter, lui proposer aussi peut-être de participer à telle ou telle activité. En tout cas, nous sommes dans l'attention, dans le soin. Et très souvent, ces personnes, une fois un passage difficile traversé, vont mieux, reprennent contact avec les autres. Elle me demande donc maintenant, et je vais avoir la semaine prochaine une nouvelle réunion avec ces directeurs, elle me demande, mais quelle attitude faudra-t-il qu'on ait avec ce délit d'entrave? Est-ce qu'on ne va pas risquer d'être justement sous le coup de ce délit si on essaye de parler, d'écouter? Est-ce qu'on ne va pas dire que nous essayons de dissuader un résident d'attenter à ses jours? Alors j'ai bien entendu que Madame la ministre ce matin nous disait que ça ne concernait pas les propos que l'on pourrait avoir, mais je vous livre là le désarroi de ces personnels qui se demandent quelle est l'attitude qu'ils devraient avoir. Et ils se demandent aussi si on ne va pas leur demander de contribuer aussi à l'assistance au suicide. C'est tout un questionnement qu'il y a dans ces résidences et qui les déstabilise beaucoup. Revenons donc en conclusion à ce lien entre la vulnérabilité et le lien à l'autre, ce lien somme toute mystérieux entre vulnérabilité et humanité. J'aimerais avoir réussi à vous transmettre ce que tant de personnes âgées m'ont transmis, la découverte que leur vulnérabilité, une fois qu'elle est acceptée comme un corollaire de la chance de vieillir, est paradoxalement une force. Et je vous cite donc les propos d'une personne. Ce que nous pouvons vraiment transmettre à notre grand âge, c'est cette découverte. Notre vulnérabilité nous donne accès à l'autre, l'autre qui nous soigne, l'autre qui nous accompagne. Notre impuissance physique fait appel à la sollicitude de l'autre. Nous rencontrons son regard, son sourire. Nous percevons dans la proximité des corps, lorsqu'on nous aide à nous lever ou qu'on nous lave, sa présence attentive,
parfois tendre, mais aussi parfois nous percevons sa gêne, sa maladresse, et cela nous touche. C'est ce que nous aimerions transmettre aux jeunes générations. N'ayez pas peur de la vulnérabilité des vieux et des vieilles, des malades, des personnes porteuses d'un handicap. Sachez qu'elle est l'occasion d'une rencontre et qu'elle peut vous révéler votre humanité la plus profonde. N'ayez pas peur non plus de votre vulnérabilité face à la nôtre. Assumez-la, car le partage de cette vulnérabilité est peut-être la vraie clé de l'accompagnement. Et je me suis souvenue, en entendant cette personne exprimer ce que je viens de vous dire, de ce qu'avait écrit Franck Ostaseski, ancien directeur de l'hospice Zen de San Francisco, qui m'avait reçu il y a 30 ans. N'ayez pas peur de vos blessures, de vos limitations, de votre impuissance. C'est avec tout cela que vous êtes au service des malades, pas avec votre supposée force et votre supposé savoir. Je vous remercie.